Donc, c'est la dernière session de la journée. Les intervenants sont Hubert Kempf et Isabelle Méjean et Monsieur Morel. On laissera la parole d'abord à Isabelle. Le sujet est un sujet très intéressant. Il porte sur les échelles territoriales de gouvernance. Et donc, il peut y avoir différentes échelles, hein. On verra que Hubert Kempf s'intéresse aux questions européennes, et donc il peut y avoir une échelle nationale qui s'articule au sein de l'Europe. Et il est très intéressant de regarder comment des chocs symétriques et asymétriques peuvent affecter la réaction des différents pays. C'est une réflexion économique et disons, il montrera à quel type de choc on est confronté avec le Covid. Euh, Disons, il y a le point de vue de Morel qui est un point de vue au sein d'un pays avec des régions, hein. Euh, il y aura des considérations sur la crise sanitaire du Covid. Est-ce qu'il faut plus de centralisation, moins de centralisation? C'est une question extrêmement pertinente. Et Isabelle, à laquelle je vais donner tout de suite la parole, va s'interroger aussi sur l'impact de la crise sanitaire sur les chaînes de production et sur les niveaux d'intégration des chaînes productives. Donc Isabelle, tu as la parole. Donc merci de m'avoir invité à cette table ronde et désolée parce que je vais peut-être devoir partir un peu en avance à cause de contraintes familiales. Donc sur ces questions, hein, enfin, la raison pour laquelle j'ai été invitée à participer à cette conférence, c'est parce que finalement au tout début de la crise du Covid, j'ai un petit peu publié sur les questions de gestion des chaînes de valeur et des problèmes d'approvisionnement dans un contexte dans lequel les chaînes de valeur étaient finalement perturbées par la transmission du virus à l'ensemble de l'économie mondiale. Donc, juste pour refaire un tout petit peu l'historique de comment j'ai commencé là-dessus, à vrai dire, au tout début de la crise, vers février, j'ai travaillé avec des co-auteurs sur une note de l'Institut des politiques publiques dans laquelle on essayait de quantifier la manière dont le confinement, qui à l'époque était concernait uniquement la province du Wuhan en Chine, comment ce confinement pouvait induire des perturbations dans les chaînes de valeur mondiales du fait du caractère très localisé du choc, mais qui affectait une province dans laquelle il y avait un certain nombre d'industries manufacturières et en particulier des entreprises qui sont très intégrées dans les chaînes de valeur mondiales et qui se sont donc retrouvées dès la fin du mois de janvier à réduire très fortement leur production du fait d'un confinement très tôt en Chine, ce qui a eu des conséquences au-delà de la zone de confinement du fait des interactions via les chaînes de valeur internationales. Donc en fait, très concrètement, hein, si vous prenez l'exemple des produits électroniques, on a vu dès la fin du mois de février des problèmes de production sur le marché électronique mondial, tout simplement parce que dans la province du Wuhan qui était confinée dès la fin du mois de janvier se trouve le numéro un de la fibre optique qui a donc arrêté de produire très tôt dès le mois de janvier. En gros, ils n'ont pas tellement repris après le nouvel an chinois. Et ça a eu des conséquences sur toutes les chaînes de valeur qui utilisent ce type d'intrants, qui se sont retrouvées avec des difficultés d'approvisionnement et donc des difficultés de production. Et donc, on a utilisé cet exemple à l'époque parce que ça illustre bien un des éléments dont je discute dans mes travaux de recherche, qui est la manière dont l'organisation de la production en chaîne de valeur intégrée conduit à une certaine forme de fragilité, à des chocs locaux,
puisque quand vous avez un choc local dans une chaîne de valeur, le choc va avoir tendance à se diffuser sur toute la chaîne de valeur via les interactions entre entreprises. Donc ici, encore une fois, il y a un choc local au niveau de la province chinoise qui se traduit par des pertes de productivité et qui a eu des conséquences, y compris en Europe ou aux États-Unis, du fait de la très forte interdépendance des cycles de production dans un cadre de chaîne de valeur mondialisée. Donc, nous, on a publié ça à la semaine du confinement. Donc, on était très contents de notre petite note policy, mais évidemment, la semaine où on l'a publié, c'est immédiatement devenu complètement obsolète, puisque le choc qui était très localisé quand on a écrit la note, finalement, s'est diffusé très rapidement. Quand la pandémie a vraiment commencé à toucher toutes les parties du monde, finalement, tous les pays se sont mis à confiner leur économie. Et donc, un choc qui était très localisé et qui se diffusait dans les chaînes de valeur est très rapidement devenu une contraction mondiale de la production. Donc, d'une certaine manière, on a été un peu rattrapé par l'actualité, ce qui nous a obligés finalement à continuer à travailler sur le sujet et à étudier la manière dont ces interdépendances dans les chaînes de valeur pouvaient continuer disons, rendre encore plus difficile le choc économique dans un cadre de chaîne de valeur globalisée. Donc, en particulier, l'article qui a été envoyé sur le sujet, il s'intéresse plus spécifiquement à la structure des chaînes de valeur européennes parce que en Europe, on a des chaînes de valeur qui sont très régionales. On produit beaucoup de biens de production, de consommation finale à partir d'intrants qui sont européens, mais avec une forte fragmentation à l'intérieur de l'Europe. En gros, tous les biens de consommation finale, y compris les respirateurs ou ce genre de produits dont on a beaucoup parlé pendant la crise, sont produits via des réseaux d'entreprises localisés dans différents pays européens. Et donc, cette organisation de la production en Europe a fait que finalement, cette interdépendance des modes de production rend très difficile une gestion de la crise économique à l'échelle nationale. Et l'exemple qu'on donnait, c'est un exemple où on aurait des confinements, reconfinements désynchronisés, ce qui n'est pas du tout gérable dans un cadre d'intégration des chaînes de valeur, puisque si on veut faire repartir un point de la chaîne, il faut que finalement toutes les parties prenantes à la chaîne de production repartent en même temps. Donc, dans l'article, on a regardé un peu qu'est-ce qui pouvait se passer si on avait des scénarios de confinement, reconfinement désynchronisé, ce qui est un peu probablement ce qu'on a devant nous. Là, les pays sont à l'aube de la deuxième vague et on sait qu'il va y avoir probablement de nouveau des confinements au moins partiels en Europe. Ce qui n'est pas évident, c'est quel va être le niveau de synchronisation de ces reconfinements et comment ça va rendre encore plus compliqué le fonctionnement de l'économie, en particulier dans le secteur manufacturier, où on a ces effets de fragmentation des chaînes de valeur qui rend quasi impossible la production si tous les pays finalement repartent pas en même temps. Donc voilà, je ne sais pas si je suis censée en dire un peu plus, c'est un peu le contexte général. Je ne sais pas si ça vous va. Donc, nous aurons un moment de discussion à la fin de la session. Donc, si vous souhaitez rester avec nous ou... Oui, je vais rester. Donc, on peut passer à l'orateur suivant, qui est Hubert Kempf. Il nous parlera de Zone euro, le Covid-19 change la donne. C'est le titre de son article dans The Conversation. J'ai effectivement écrit un petit article sur ce sujet qui s'intitulait Pourquoi le Covid-19 change la donne dans l'euro. Mais en tant qu'économiste et au risque d'empiéter sur le travail du juriste, mais je pense qu'au contraire nous aurons un dialogue fécond, je me suis assez naïvement intéressé aux problèmes qui étaient posés. C'est-à-dire, les échelles territoriales de gouvernement, étant donné qu'effectivement, j'avais réfléchi sur le fait que la zone euro se trouvait dans une situation différente, une configuration différente à cause du Covid-19. Et je voudrais poursuivre cette réflexion
Et je vais le faire, j'espère, assez rapidement. Je pense que pour ce qui m'intéresse, la pandémie du Covid-19 a 3 caractéristiques de type biologique. D'abord, elle procède en réseau, hein, c'est la notion de contamination. Ensuite, c'est une géopandémie, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas le détail, elle ne connaît pas les frontières. Le point important, c'est qu'elle ne connaît pas les frontières. La troisième caractéristique, c'est que c'est un phénomène biologique dynamique et à haute fréquence. C'est-à-dire que le virus va très vite. D'une certaine façon, je fais une digression, cette caractéristique de haute fréquence donne un éclairage, peut éclairer la discussion que nous venons d'avoir sur le niveau de l'affect et de la raison, le niveau 1 et le niveau 2, pour reprendre les termes de Kahneman. Mais en tout cas, c'est un phénomène qui agit vite et qui donc surprend, parce que cette pandémie, c'est un phénomène biologique, c'est-à-dire qu'il a des lois, et que ces lois, nous ne les connaissons pas ou que nous les connaissons très mal. Et puis, il y a 3 caractéristiques de l'impact de la pandémie qui m'intéressent. D'abord, sur l'impact socio-économique de la pandémie et donc sur les comportements. D'abord, la pandémie et la lutte contre la pandémie, du coup, qui est son revers, est un anti-bien commun. C'est-à-dire que dans la lutte contre la pandémie, je gagne aux dépens de la collectivité. Si quelque acteur que ce soit, un individu, une collectivité, est en mesure de faire passer le poids de l'ajustement sur le reste, il gagne. C'est de ce point de vue un anti-bien commun. Et du coup, cette caractéristique engendre les comportements opportunistes entre les différents protagonistes de la pandémie, vous, moi, tout le monde, et puis les niveaux de gouvernement. L'impact d'une pandémie a en même temps un impact hétérogène. Certains sont plus affectés que d'autres. Pour reprendre une distinction que les économistes avaient pratiquée en leur temps, il y a des secteurs exposés, des secteurs abrités. Et évidemment, prenons un exemple, le spectacle vivant ou mettons, le secteur des bars est plus affecté que d'autres secteurs comme le secteur de production des masques, d'un point de vue économique. Enfin, troisième caractéristique très importante, comme ça, cet impact dépend des comportements individuels et des comportements collectifs, donc des interactions entre nous tous. Les phénomènes d'opinion publique et donc les phénomènes de confiance jouent un rôle central. D'ailleurs, c'est ce que nous avons vu dans la session précédente. Il va falloir gérer dans la lutte contre la pandémie cette confiance, avoir ce rapport un petit peu, on espère, subtil avec l'opinion publique. L'opinion publique ou les opinions publiques. Parce que les opinions publiques existent. La fragmentation, même si la pandémie est une géopandémie, la Terre, la géo, est différenciée en collectivités différentes avec leurs caractéristiques et donc leurs opinions publiques. La pandémie a 3 volets. Elle a un volet sanitaire en matière d'action publique. Elle a un volet sanitaire, elle a un volet de politique économique. Qu'est-ce qu'on fait pour soutenir l'activité, pour soutenir tel ou tel secteur, pour relancer, mettons. Et puis elle a un volet d'action politique, au sens agir sur les comportements par le biais des messages que les acteurs font passer. Et il y a 3 niveaux, qui sont le niveau local. On a parlé de la territorialité tout à l'heure. Il y a le niveau local pour aller vite, hein, le niveau national et le niveau supranational. Essayons. Donc une analyse un peu complète implique de croiser les 3 volets, les 3 niveaux
et excusez-moi les 6 caractéristiques. Bon, j'ai encore combien de temps? 1 heure, 3 heures, 12 heures? Ah non, j'ai que 5 minutes. Ah bon, il va falloir que j'aille vite pour essayer de régler ça. Et donc, je vais essayer de voir les avantages et les inconvénients de chacun des niveaux, local, national et supranational, au regard des caractéristiques que je vous ai rappelées et que j'ai résumées rapidement et sur lesquelles j'espère vous ne discutez pas trop. Le niveau local, c'est celui de l'impuissance proche. Évidemment, une collectivité locale, de quelque extension qu'elle est, nous la doterons d'une meilleure information sur les conditions politiques locales. Okay? Mais du coup, elle a une grande vulnérabilité aux pressions politiques locales, parce qu'on ne peut pas oublier quand même que c'est bien d'être proche des gens parce qu'on sait ce qu'ils veulent, mais du coup, comme ils nous font savoir ce qu'ils veulent, et que l'on est dépend d'eux, qu'on est dépendant d'eux, eh bien, il faut prendre en compte ce qu'ils veulent. Et du coup, le niveau local, Marseille, pour donner un exemple très, très clair, est face à la tentation opportuniste liée au que je vous ai dit être un anti-bien commun. La tentative de repousser sur les autres l'ajustement et les coûts liés à la lutte contre la pandémie. Du coup, cela donne au niveau local une assez faible capacité à lutter efficacement contre la pandémie, en particulier parce que, étant donné qu'elle est locale, elle a aussi une deuxième caractéristique, elle a une information précise localement, mais imprécise globalement. Et du coup, elle ne peut pas prendre en compte la dimension dynamique à haute fréquence de la pandémie, mais elle joue un rôle critique dans l'opinion publique et dans la confiance dont je me suis permis de dire qu'elle jouait un rôle central dans l'efficacité de la lutte contre la pandémie. Le niveau national, à lui, pour caractéristique, je le qualifierais d'être la puissance distante. Le niveau national a des avantages considérables par rapport à la pandémie. Pourquoi ? Parce qu'il dispose d'une information certes distante par rapport au local. Il ne sait pas exactement dans quel quartier qui est affecté. Et il ne sait pas exactement comment, à 3 heures du matin, tel service d'urgence reçoit tel ou tel un afflux de patients. Et donc, son information est distante, un peu imparfaite, mais elle a l'avantage d'être homogène et systématique. Et c'est cette systématicité qui lui permet de prendre en compte la dimension systémique et à haute fréquence de la pandémie. Et évidemment, c'est ça l'avantage, selon moi, c'est ça l'avantage dont dispose le niveau national. Il a aussi une meilleure capacité, tout étant relatif, à prendre en charge le bien commun, c'est-à-dire à lutter contre les effets d'anti-bien commun. Mais il est aussi vulnérable à l'hétérogénéité des expositions, puisque nous avons vu que la pandémie a un impact extrêmement différencié selon les publics, qui tous font partie de la collectivité nationale. Et donc, c'est cette hétérogénéité qui le rend vulnérable aux critiques d'incompétence et d'injustice, ce qui fait que le national est alors tenté d'avoir la main qui tremble, de dire un jour ceci et le lendemain son contraire, selon les pressions qu'il vient de recevoir via, mettons, les médias. D'accord ? Et c'est exactement l'objet de l'intervention de Jean Castex ce matin, qui était de nous assurer, alors là, croix de bois, croix de fer, qu'il n'avait pas la main qui tremblait. Je lui donne crédit de ça, je permets simplement de penser qu'il va falloir qu'on le vérifie. Mais du coup, cela crée au niveau du national une boucle rétroactive et une boucle perverse. Il peut très bien y avoir un effet de perte de confiance qui nourrit l'hésitation, une perte de confiance des opinions publiques amalgaméant l'opinion publique par commodité, qui crée une hésitation, qui fait trembler la main, qui la rend inefficace, qui nourrit la perte de confiance. Et nous avons là une boucle rétroactive qui est exactement ce qui est le danger majeur.
pour ne prendre qu'un exemple, je pense que le cas britannique est parfaitement exemplaire de cette situation. Johnson n'a cessé en fait de trembler. Et du coup, maintenant, il a une difficulté énorme à reprendre la main, littéralement, parce qu'il a perdu le gouvernement britannique. Dans une certaine période, je lui souhaite de réussir avant, et a pas très bien réussi. Et enfin, le niveau supranational, eh bien, évidemment, je suis tenté de le qualifier de l'impuissance distante. C'est-à-dire quelque chose comme les inconvénients cumulés des deux niveaux précédents. Et en fait, ce n'est pas tout à fait exact. A priori, c'est le bon niveau. Pour lutter contre une géopandémie, le niveau supranational devrait être le bon niveau. Et de fait, il a un avantage considérable. Puisque c'est lui qui a l'avantage de la vision géoplanétaire de la pandémie. C'est le cas de l'OMS. C'est un réseau d'information complet, le plus complet possible. Et a priori, le géo-supranational a une force de frappe potentielle sans équivalent. Mais il est miné par des faiblesses. Et ce sont ces faiblesses qui le rendent d'une certaine façon peu adapté. C'est un niveau trop élevé pour gérer convenablement les hétérogénéités créées par la pandémie. Mais surtout, les oppositions politiques et les psychologies collectives qui sont façonnées au niveau national, de fait, parce que c'est au niveau national, le niveau national est la brique essentielle de la construction politique mondiale. Et du coup, ça lui donne une incapacité décisionnelle, en particulier face au rythme à haute fréquence de la pandémie. Le cas de l'Union européenne est typique. Le cas de l'Union européenne, dans un grand élan extrêmement original et innovateur et suivant pas, mais évidemment, dont j'avais espéré dans le texte que je mentionne qu'elle ferait cette action-là, et s'avère maintenant incapable de la suivre parce qu'elle est liée à un processus de ratification extrêmement lent. Le niveau supranational est un niveau à basse fréquence décisionnelle. Donc, voilà les avantages et les inconvénients des trois niveaux. Maintenant, il faut encore compliquer la chose parce qu'il y a l'interaction des trois niveaux. Et cette interaction est obligée et elle est génératrice potentiellement d'inefficacité de par le jeu du mistigris, ou encore ce qu'on appelle, que j'ai appelé l'anti-bien commun, qui consiste à faire repousser la faute, les coups sur les autres. Le résultat est que nous avons forcément en matière de gouvernance de la pandémie un équilibre à la fois instable, provisoire, toujours remis en question de par le caractère pressant de la pandémie à haute fréquence. C'est forcément du coup une lutte difficile dont il s'agit de voir si cette lutte à multiniveau est capable de dégager un cercle vertueux. Et je suis content de voir que là encore, je rejoins des préoccupations qui avaient été évoquées dans la session précédente. Le cercle vertueux serait le cercle crédibilité, engendrant la confiance, engendrant l'observance, engendrant la crédibilité. Nous avons donc deux cercles ou deux boucles rétroactives, l'une très négative à éviter, l'autre très positive à mettre en place. Le choix ou le fait que l'on bascule de l'une à l'autre dépend évidemment de la qualité du dialogue, voire des négociations entre les niveaux de gouvernance, le niveau national, le niveau infranational, le niveau national, le niveau supranational. C'est certainement au niveau entre l'infranational et le national que la difficulté majeure se pose, comme nous l'observons dans le cas français. Donc, je reprends. La dernière intervention nous fera passer de l'économie au droit. Ça sera Benjamin Morel qui questionnera la décentralisation dans la crise Covid et les différentes réponses.
Merci beaucoup et bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si le micro marche bien, c'est bon. Alors, il n'y a pas tant de différence en effet entre le juriste et l'économiste. On se retrouve sur bien des constats. Euh, pour répondre un petit peu à ce qui m'a été demandé par les organisateurs, je vais tenter de me concentrer sur le papier, à la fois sur son contenu, mais évidemment sur ce que signifie, sur ce que veut dire et sur vers quoi tend ce papier. D'où vient ce papier Ce papier, il a été écrit fin avril, à un moment où moi-même, alors, pourquoi la décentralisation n'est pas un remède contre la Covid? Maintenant, on dit la Covid. Bon, là, on disait le Covid. Donc, vous voyez, c'est un papier qui déjà date d'un point de vue linguistique. C'est un papier qui date de fin avril, un papier où vous, comme moi, nous étions confinés et où, moi, comme vous, je bouillonnais. Et où il y avait cette volonté, ce besoin peut-être de participer à un débat public. Et on a été 3 sur ce papier. Moi-même, qui ai fait ma thèse en sciences politiques sur le Sénat, et donc qui connaissait un peu la question des collectivités territoriales. Alors c'est dommage que M. Grandmaison soit parti, parce que pourquoi les élus locaux et pourquoi l'échelon territorial n'a pas été écouté dans cette crise? Souvent, pas toujours, parce que l'échelon local disait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on avait, pas seulement d'un point de vue médical, mais également au regard des compétences et de ce que pouvait faire un maire, un président de région, il y avait des choses qui étaient dites en interview, sur les plateaux télévision, etc., qui relevaient non pas de l'amateurisme, mais de la posture politique, en revendiquant des compétences qui n'auraient pas été accordées à un Länder allemand ou à un État fédéré américain pour certains, et en visiblement méconnaissant les principes de base des mesures de police administrative pour certains maires. Donc il y avait, j'y reviendrai à la fin dans les perspectives, un usage politique qu'on ne peut pas reprocher à des hommes politiques. Derrière les territoires, vous avez évidemment, qui est un concept abstrait, flou, vous avez des élus qui plus est pour beaucoup étaient en campagne, on arrivait au municipal second tour, et qui pour certains sont encore en campagne. Dans 9 mois, vous avez des départementales et des régionales. Donc, il y avait un peu cet esprit bouillonnant de la part du juriste spécialiste des collectivités territoriales. Mes 2 collègues, Benoît Vaillot, qui lui travaille sur la frontière franco-allemande, et Alexis Fourmont, qui lui a longtemps travaillé sur l'Allemagne, bouillonnaient pour d'autres raisons, parce que justement, l'exemple dans le cadre de cette réflexion, eh bien, c'était l'Allemagne. Or, ce que l'on disait de l'Allemagne, et ce que l'on disait du système politique et du fonctionnement de l'Allemagne, démontrait généralement soit un usage, on va dire, politique de l'exemple allemand, soit une méconnaissance absolue de ce qui se passait réellement en Allemagne. Donc c'est un papier d'universitaires qui justement veulent témoigner de leur désaccord avec le sens que prend à l'instant T un débat public qui visiblement ignore les bases de certaines connaissances qui, au-delà du monde universitaire, eh bien, méritent d'être connues dans le cadre d'un tel débat. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ce papier? Grosso modo, il interroge tout le discours qui a pu être tenu fortement pendant le confinement, le discours d'apologie des territoires, le discours justement localiste d'une décision qui serait prise au plus près du terrain, et un terrain qui ne ment pas et un terrain qui permettrait d'être plus efficace. Ce papier notamment prend 2 aspects de ce discours et de ce débat, en essayant de voir bien qu'est-ce qu'il en est à l'étranger, qu'est-ce que nous dit la littérature en politique comparée, en droit comparé, et nous qui connaissons un petit peu notamment le cas allemand, eh bien, que nous dit à ce moment-là l'état de la vie politique allemande, l'état du fonctionnement du système politique allemand, mais également en partie l'état du fonctionnement du système italien et du système espagnol. Alors, on a 2 angles par rapport à tout ça. On a l'angle de la crise hospitalière, avec du coup à ce moment-là des territoires qui réclament et qui demandent grosso modo à ce que la santé soit décentralisée. Et donc, on va interroger quels sont les effets dans les pays occidentaux comparables de la décentralisation de la santé. Avec 2 idées en réalité. L'idée que quand on prend un certain nombre d'États, l'Italie, l'Espagne, on assiste plutôt à une montée des inégalités en matière de santé. Et que quand on prend l'exemple allemand, eh bien, cet exemple allemand ne nous renseigne pas non plus tout à fait sur ce qu'il aurait pu se passer pour 2 raisons. Tout bêtement parce que l'hôpital allemand est un hôpital qui, paradoxalement,
quelques mois plus tard, eh bien, est jugé comme très dysfonctionnel, parce que, et c'était bien dit tout à l'heure, quelle est la structure du système hospitalier allemand en réalité? Vous avez de petits hôpitaux qui sont assez mal dotés et pour lesquels les élus locaux se battent bec et ongles. Et donc vous avez un système où les économies d'échelle sont très très faibles et un système qui, sur la gestion des maladies qui peuvent être difficiles à traiter, est un système dysfonctionnel. Seulement là, on a un système allemand qui va être doublement efficace dans cette crise parce que ce qui apparaît dysfonctionnel en temps normal va paraître profondément fonctionnel. Parce que lorsque vous avez une pandémie sur laquelle vous n'avez pas réellement de traitement et sur lequel le grand enjeu est en fait d'accueillir les patients et de leur fournir un respirateur, ce qui devient une difficulté, c'est-à-dire une multitude de petits hôpitaux avec des lits qui d'habitude sont inoccupés et un personnel qui souvent n'est pas là, et bien tout d'un coup devient un avantage parce que là, en effet, il faut des lits et des respirateurs. Deuxième élément qui va être important d'analyser, c'est que ce sont les Länder les plus riches en Allemagne qui vont être touchés. Bavière, Bade-Württemberg et Westphalie, Rhénanie du Nord-Westphalie. Les 3 Länder les plus riches vont comprendre 70% des cas. Et donc, ce qui normalement doit désavantager un système hospitalier, c'est-à-dire son inégalité dès lors qu'il est décentralisé, là, avantage parce qu'évidemment, si jamais vous avez une pandémie qui touche les États les plus pauvres, eh bien c'est problématique, parce que du coup, vous touchez également le système hospitalier le plus pauvre. Si la pandémie touche majoritairement les États les plus riches, à ce moment-là, étant donné que ces hôpitaux sont mieux dotés, mieux construits et mieux alimentés en termes de finances, eh bien vous avez une pandémie dont le choc va être relativement amorti. Il y a un deuxième élément qui est plutôt pour le coup mon domaine et qui portait sur la réponse des institutions politiques à la crise. Avec également l'idée que, grosso modo, ça a été évoqué, on aurait eu un État central qui, en France, aurait tout pris en main, alors qu'à l'étranger, il y aurait eu une meilleure, en tout cas, il y aurait une décentralisation plus grande des décisions qui aurait été plus efficace. Là encore, c'est quelque chose qu'il est nécessaire de beaucoup nuancer. Si vous prenez l'exemple italien, l'impossibilité d'imposer à la Lombardie un certain nombre de mesures au début de la crise n'est pas pour rien ensuite sur la situation de la Lombardie quelques temps plus tard. Alors vous pouvez avoir des décideurs, c'était le cas en Vénétie, qui agissent mieux, mais ils agissent généralement après l'exemple lombard, et surtout le fait que le gouvernement central n'ait pas la capacité de prendre la main face à la crise justement contre les pressions locales, qui aurait été possible si la réforme de 2016 en Italie avait été adoptée, mais ayant échoué, il n'y a pas eu de possibilité pour Rome, au début en tout cas de la crise, de prendre la main sur les régions, eh bien ça peut conduire à des catastrophes. Quand on regarde d'autres États décentralisés, on voit que certains vont justement recentraliser fortement dans la crise. C'est le cas en Espagne, où vous allez avoir très rapidement l'équivalent de l'état d'urgence qui va permettre au gouvernement de Madrid de prendre le pas sur les gouvernements locaux. Et en Allemagne même, Angela Merkel consulte beaucoup, elle met en scène la concertation, elle met en scène le dialogue, mais en réalité, elle décide en grande partie seule. C'est-à-dire qu'à partir du 25 mars, vous avez une loi qui est prise qui permet au ministre de la Santé de, grosso modo, déroger par ordonnance à la loi qui est relative au système de santé. Et cette loi qui est relative au système de santé va permettre, dans le cas de ce qu'on va appeler en Allemagne le Corona Cabinet, eh bien, de prendre entre Angela Merkel, son ministre de l'Intérieur et son ministre de la Santé, la plupart des mesures qui vont s'imposer. Alors évidemment qu'il va y avoir une marge de manœuvre qui va être laissée aux Länder, mais cette marge de manœuvre, elle demeure résiduelle dès lors que le niveau fédéral le souhaite et l'accorde. Donc, on a une vision de la crise dans le cadre de une vision de la crise en France et à l'étranger dans le cadre de ce rapport entre local et national qui va être fondamentalement biaisé dans le cadre de cette crise. Donc là, cet article, encore une fois, j'en suis à mon deuxième niveau d'analyse. Cet article, c'est un moment de réflexion de chercheurs dans le cadre de cette crise. Qu'est-ce qu'il en reste plusieurs mois plus tard? Il en reste, je dirais, plusieurs choses, plusieurs réflexions en tout cas. C'est-à-dire que là, on fait un bilan de la littérature et de ce qui existe à l'étranger à l'instant T. Je crois qu'il y a une réflexion à avoir justement, et c'est celle que personnellement je continue à mener, sur la restructuration du champ politique en France.
qu'est-ce qui a rendu possible à l'instant T que vous décriviez bien, c'est-à-dire cette opposition entre niveaux. Qu'à un moment, eh bien, un niveau instrumentalise un certain nombre de ressources qu'il a, notamment de capacité d'accès aux médias à ce moment-là, parce que c'est intéressant la capacité d'accès aux médias à ce moment-là. Les médias vont aller voir les élus locaux. Ils ne vont pas aller voir les députés. Or, La République En Marche, qui est le parti au pouvoir, n'a pas d'élus locaux. Ou elle en a très peu en réalité. Donc vous n'avez pas de contre-discours qui va pouvoir s'organiser. Et donc le premier angle d'analyse ex post, si vous voulez, c'est celui-ci. C'est de se demander comment va se structurer le champ politique et qu'est-ce que ça révèle de la structuration du champ politique. Ça révèle en fait la rupture aujourd'hui entre deux champs politiques, champ politique local, champ politique national. À la fois parce que, et c'est la première fois depuis qu'on a des collectivités territoriales dont les conseils sont élus librement, que vous avez un parti qui tient le national mais qui n'a pas de relais locaux, et que vous avez des partis qui tiennent les relais locaux, mais qui n'ont plus réellement, enfin qui tiennent les collectivités locales, mais dont les perspectives nationales aujourd'hui sont bouchées. Et donc ça crée un réel clivage qui plus est, va être enrichi de 3 éléments perturbateurs. Fin du cumul des mandats, donc fin du rapport direct entre la base et le sommet, fin du parti comme courroie de transmission des informations entre le local et le national au regard de ce que j'évoquais tout à l'heure. Et 3e élément d'importance, anémie, atrophie de l'administration déconcentrée de l'État, ce qui va également entraîner du coup des distorsions et des difficultés. Tout ça, le manque de communication plus l'instrumentalisation politique de part et d'autre, va induire la crise. Il y a d'autres angles d'analyse qui m'apparaissent intéressants, c'est-à-dire qu'en France va être attaqué dans le cadre de cette crise l'État jacobin, l'État bedonnant, etc. C'est tout le discours qu'on a pu entendre durant le confinement. Vous regardez en Suisse, vous regardez en Allemagne, vous regardez aux États-Unis, c'est le fédéralisme qui est attaqué. En Espagne, en Italie, c'est la décentralisation, la régionalisation qui est attaquée. C'est-à-dire que c'est paradoxalement ce qui semble faire l'identité de nos rapports entre la base et le sommet qui va faire l'objet dans le cadre de la crise de l'attaque. Et que, eh bien, face à une crise dont on voit bien qu'en fait la réponse n'est jamais parfaite, il y a quasiment cette nécessité de remettre en cause ce qui fait le lien entre la base et le sommet, quelle que soit la nature de ce rapport, que ce soit le fédéralisme, un État régional ou un État centralisé. 3e élément qui m'apparaît également intéressant à envisager, c'est la structuration du champ médiatique. Alors là, je suis moins compétent, mais vous allez avoir de la part des médias un avalisement de ce discours. Et vous allez avoir de la part des médias une reprise de discours qui va être vu comme un discours qui fait peuple, grosso modo. Et donc là, il y a toute une réflexion à avoir sur justement ce que je disais au début, le terrain ne ment pas. Et comment montrer que moi, média, je suis proche du terrain? Eh bien, je dois croire le terrain et je dois croire que ce terrain ne ment pas. Donc pour terminer, pour conclure, quel a pu être l'impact de ce petit article? Il a été assez important. On a un peu organisé le fait qu'il soit un peu important pour 2 raisons. D'abord parce que c'est un article qui fait suite à une note qui avait été faite pour un think tank, l'Institut Rousseau, alors qu'on n'avait pas écrit nous. C'était un haut fonctionnaire qui avait écrit la note. Et bon, j'avais un peu supervisé la publication. Et donc l'idée, c'était de pouvoir rebondir justement en partie sur cette note au vu de l'évolution dans la crise. Le think tank nous avait permis justement d'activer un certain nombre de relais. Donc on a pu, du coup, la diffuser à un certain nombre de députés, de la majorité ou de l'opposition. Et elle a rencontré du coup un petit écho dans ce climat-là. Mais encore une fois, la grande difficulté, je crois qu'on l'a tous connue dans le cadre de cette crise, c'est pas la difficulté de publier de l'information, c'est de faire ressortir l'information. Dans un moment où, plus encore que d'habitude, les flux d'informations étaient extrêmement importants et où vous aviez en fait non pas un manque d'informations, mais une abondance d'articles dont beaucoup avaient un contenu assez douteux
Et le fait justement d'arriver à communiquer, et The Conversation a été pour le coup un bon support, et d'ensuite utiliser des relais dont on sait qu'ils peuvent faire remonter l'information et la mettre en valeur, je pense pour le coup a été assez décisif. Et je vous remercie beaucoup. Une 20 minutes de questions. Dire un mot parce que d'abord je voulais m'excuser, tout à l'heure on a très vite démarré la session parce qu'on était déjà en retard, mais du coup on n'a pas présenté les deux modérateurs. Donc voilà, donc je voulais quand même le faire et m'excuser qu'on ne l'ait pas fait tout de suite. Parce qu'on est particulièrement, j'allais dire, heureux et flattés des deux personnes qui ont accepté de modérer cette session. Alors on voit bien qu'il y a une cohérence en plus avec des questionnements autour des questions de gouvernance, d'État, de territoire. Et il s'avère que Stefano Bosi, donc voilà, est particulièrement expert sur ces questions. Donc c'est l'ancien, comme vous le savez pour presque tous, je pense, hein, c'est l'ancien directeur de la Maison des sciences de l'homme Paris-Saclay. C'est aussi l'ancien vice-président donc du site, c'est ça, sur l'université Paris-Saclay. Et surtout, il est actuellement conseiller diplomatique au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et donc, il a accepté de consacrer son temps de venir. Et donc, on est particulièrement heureux. Et je regrette qu'on ne l'ait pas dit tout de suite, hein, mais voilà, c'était vraiment dans la foulée. Donc, vraiment, je voulais le remercier pour sa venue. Peut-être tu veux dire un mot, oui. Et puis... J'ai un énorme plaisir à revenir ici. Voilà. J'ai de très beaux souvenirs avec la Maison des sciences de l'homme. En plus, l'Université Paris-Saclay est ma maison. Voilà. Oui, on espère que ça va continuer longtemps à être ta maison. Et donc, voilà. Et il y a aussi Ioana Vasilescu, du coup, qui est commodère, si j'ose dire, cette session. Et donc, c'était intéressant aussi parce que Stefano a plein de qualités, mais il est aussi économiste. Et c'était une session avec voilà, économiste et juriste. Et c'est vrai que la vision puisqu'on veut aussi, autant que possible, un angle pluridisciplinaire. Et donc, voilà, le regard d'une linguiste. Et puis, en plus, avec Johanna, on a aussi des liens forts pour la MSH Paris-Saclay, puisqu'elle a récemment obtenu donc l'appel à projet Excellence de la Maison Paris-Saclay avec Dataya. Donc on était particulièrement heureux de ces deux modérateurs. Et je voulais encore m'en excuser, je ne vais pas prendre trop de temps, mais vraiment, je voulais vous remercier tous les deux. Voilà. J'ai une question. Donc on se retrouve un petit peu face à un paradoxe, non? Parce qu'en général, l'idée est que si on a une nation qui est plus décentralisée, la solidarité entre les régions ne peut pas fonctionner. Et donc, dans une crise comme la crise sanitaire actuelle, les inégalités ont tendance à s'accroître entre les régions. On pense notamment à l'accès aux soins, voire à l'espérance de vie. Et donc, naturellement, on est tenté de comparer la France et l'Allemagne. Bon, je dis des stéréotypes. On voit la France jacobine, plus centralisée, l'Allemagne des Landers, plus décentralisée. Mais dans la période initiale de la crise, la France, entre guillemets, a sous-performé et l'Allemagne était, c'était un exemple. Et donc, bien évidemment, les mérites de votre analyse est d'avoir une granularité plus fine, de regarder les choses concrètement dans les détails, les vrais mécanismes qui sont à l'œuvre. Donc, dans quelle mesure ces représentations, centralisation versus décentralisation, peuvent être pertinents pour expliquer ces types de crises et ces répercussions? Peut-être aussi, mais je ne sais pas, je ne connais pas les données exactes, y a-t-il une différence entre les Länder occidentaux et les Länder orientaux en Allemagne? C'est-à-dire, est-ce que l'impact de
de la crise sanitaire a été différent. Pour le dire autrement, supposons que les Länder occidentaux ont des revenus par tête comparables et donc aussi des systèmes de santé comparables en termes de financement. Peut-être on a remarqué moins d'inégalités comme résultat final, mais si on compare l'Ouest et l'Est, peut-être on retrouve ces inégalités que les modèles standards pourraient prévoir. Je le rallume. Oui, alors c'est très difficile en réalité de répondre relativement à l'effet de la décentralisation sur la gestion d'une crise comme la Covid. Tout bêtement parce que, prenons le cas interne à l'Allemagne, les clusters n'étaient pas les mêmes initialement. Et c'est-à-dire que vous allez avoir des hôpitaux allemands surchargés qui vont être ceux des 3 Länder les plus riches. Exactement. C'est ça. Et du coup, les hôpitaux est-allemands, l'Allemagne de l'Est va être relativement peu touchée, parce que du coup, l'effet des normes sanitaires va être mis en place avant que cette Allemagne de l'Est ne soit réellement touchée. Donc du coup, les hôpitaux ne vont pas être surchargés. Or, la question de la mortalité n'est pas tant liée à l'incapacité de traiter le patient qu'en réalité la capacité d'accueil de l'hôpital. Donc dès le moment où vous avez des hôpitaux qui ne sont pas surchargés, vous avez un problème qui est bien moindre. C'est ce qu'on connaît aujourd'hui, avec une épidémie qui repart, certes, mais en même temps, des hôpitaux qui, n'étant pas surchargés, peuvent les prendre en charge. Donc, la comparaison est très très difficile, de même qu'avec la France. C'est-à-dire que l'on nous imposait journalièrement la comparaison des chiffres entre France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc., en essayant d'expliquer que parce que la Grande-Bretagne avait plus de cas ou moins de cas, son système était moins performant. En fait, vous avez 2 biais dont on aura réglé réellement, ou qu'on aura réellement neutralisé probablement que dans plusieurs années. Le premier biais, c'est que les méthodes de dénombrement n'étaient pas les mêmes, et que dès lors que les méthodes de dénombrement, dont certains États qui au bout d'un moment ont arrêté de dénombrer, je pense à l'Espagne, c'est-à-dire que vous avez eu toute une période où il y avait 1 ou 2 morts par jour en Espagne, parce qu'en fait, le dénombrement n'était plus réellement fait. Donc les méthodes de dénombrement changent, et les clusters initiaux, là aussi, changent, comme entre Allemagne de l'Ouest et Allemagne de l'Est. Et donc, grosso modo, l'Allemagne a eu des clusters type Morbihan, elle n'a pas eu des clusters type Haut-Rhin. Et donc à partir de là, la dynamique de l'épidémie a été très différente dans les 2 pays. Donc la comparaison décentralisation-centralisation m'apparaît un peu superfétatoire à ce stade-là. On peut comparer la capacité de réponse dans la crise et la capacité notamment d'imposer une action publique cohérente. Et c'est, à mon avis, ce qui peut être fait notamment quand on prend l'exemple Lombard. Avec du coup, dès lors que vous n'avez pas la possibilité pour un État central d'imposer des mesures de bon sens à une autorité locale, eh bien une crise qui est profondément ingérable. Mais l'inverse est également vrai. Exemple, les États-Unis. Je dirais que quand la raison est plutôt du côté de l'autorité locale que de l'État central, la capacité de l'autorité locale à s'affranchir de l'État central peut être beaucoup plus salvatrice pour le pays. Avec la limite qui a été évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire que les autorités locales n'ont pas les moyens en termes d'information, de collecte de l'information et de traitement de l'information, de prendre a priori la mesure qui sera la mieux éclairée. Donc je dirais qu'elles arrivent comme un palliatif quand le pouvoir central dysfonctionne totalement. En revanche, et c'est là-dessus que je terminais, au-delà de comment est-ce que la crise a été bien gérée ou mal gérée, vous avez de vraies ruptures symboliques au sein des États. Et justement, le fait que par principe, c'est mal géré en France, eh bien vous vous retournez contre ce méchant État jacobin. Comme vous vous retournez, on a des enquêtes assez intéressantes en Italie, contre les régions en Italie, où les Italiens, au moment de la crise, disent il faut nationaliser la santé en réalité, parce que les régions dysfonctionnent. En Allemagne, le fait que justement, pour des raisons à tort ou à raison qui appartiennent à l'Allemagne, l'épidémie ait été vue par les Allemands comme ayant été bien gérée, à ce moment-là, vous avez un renforcement a contrario du système en place, c'est-à-dire du fédéralisme.
Mais là, encore une fois, on n'est pas dans le domaine de la rationalité, je dirais, en termes de politique publique. On est vraiment dans le domaine de l'adhésion des opinions au système qui marque leur état. Question? Oui, merci, merci beaucoup. Peut-être vous pouvez dire les noms et votre, Oui, bien sûr. votre établissement. Bien sûr, Cléa Chakreverti, journaliste pour le média The Conversation. Je tiens tout d'abord à vous remercier de citer ce média et de façon aussi positive, donc merci beaucoup. J'avais une petite question qui revient aussi, qui reboucle un petit peu avec les contributions précédentes depuis ce matin sur la question de la contribution des SHS au débat. Et encore plus à l'échelle du coup territoriale. Je me posais la question, pour avoir un peu suivi l'actualité, même fortement l'année dernière avec la crise, les manifestations, peu importe comment on le nomme finalement, des Gilets jaunes, où cette question de territorialité est revenue au centre de cette question de comment ces débats se passent, comment ces manifestations se sont emparées de différents espaces avec une sorte d'antagonisme également qu'on a pu voir à l'encontre de l'État jacobin. Ça me fait un petit peu penser à ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on revient sur ces espaces où il semblerait que les débats s'échappent, ou en tout cas tournent un petit peu en boucle. On l'a vu, on le sait pourquoi, les réseaux sociaux, les bulles, etc. Dans ces cadres-là, un point qui est intéressant, c'était le fait que de nombreux chercheurs et de projets de recherche, de collectifs de chercheurs ont émergé pour s'emparer de ces questions, donc principalement SHS, et sont allés plus proches du public. Donc là, je vous rejoins, Monsieur Morel, quand vous dites l'information vient du terrain. Effectivement, elle vient du terrain en tant que journaliste, mais je suppose quand même beaucoup en tant que chercheur aussi. Et ce qui me semblait intéressant, c'était la façon dont les chercheurs se sont emparés de ces questions, ont assisté aux AG, un petit peu comme sur les questions de les terrains de type ZAD. Sont aussi allés au plus proche des élus, des députés, des maires, etc. Est-ce que quelque part, il n'y aura pas des leçons à tirer finalement de ces expériences, de se dire comment est-ce qu'on pourrait contribuer au débat dans les collectivités en allant un petit peu donner des informations, échanger, redonner du débat avec les acteurs locaux, les corps intermédiaires également. Voilà, c'est une question simplement de peut-être de méthode ou d'apport en tout cas à la science sociale en train de se faire. Je ne sais pas si c'était clair. Merci. Oui. Est-ce que je pourrais me permettre de répondre comme ancien directeur de la MSH? Alors, je vous explique pourquoi. Quand on a monté et développé la MSH, l'impératif, la condition sine qua non, c'était l'interdisciplinarité. Et donc, on a fait un travail important. Et à la fin, on est arrivé à des conclusions un peu gouvernementales, c'est-à-dire qu'il faut financer les recherches sur la transition écologique, sur la transition numérique, sur les questions santé. Alors moi, personnellement, j'ai toujours dit publiquement que le futur de la recherche SHS est un futur interdisciplinaire. Je ne dis pas pluridisciplinaire, c'est-à-dire on ne va pas porter des regards distincts, disciplinaires sur le même objet. On va poser ex abrupto des questions qui ne peuvent pas se résoudre sans le concours de plusieurs disciplines. Et le Covid est un exemple majeur. Pourquoi? Parce que si, par exemple, je suis un économiste, on ne couple pas la vision épidémiologique avec la vision économique, on arrive à des conclusions inadaptées. On voit bien l'impact sur l'économie de la crise sanitaire, mais on peut comprendre aussi le feedback, l'impact de la politique économique sur la crise sanitaire. Et alors, concrètement, moi je suis un économiste qui étudie des systèmes dynamiques. Je peux mettre ensemble des équations qui expliquent l'évolution de l'épidémie, des équations différentielles par exemple, avec des équations qui décrivent l'évolution du système économique. Par exemple, des équations différentielles qui expliquent l'évolution de l'équilibre général. Et donc, on construit un modèle théorique, plus ou moins pertinent, dans lequel on voit tous ces effets croisés. Et on ne pourrait pas comprendre l'évolution
de l'épidémie sans représenter ces effets croisés. C'est un exemple, juste un exemple. Mais peut-être Hubert. Pour rebondir sur ce que vient de dire Stéphano, moi je suis très frappé par deux choses. Il y a, dans le champ que je connais le moins mal, c'est-à-dire celui de l'économie, il y a beaucoup de recherches en économie par les économistes, et les économistes sont dans le débat public, pour une fois, parfaitement modestes. Ça nous change, et c'est peut-être pas plus mal. Mais là, franchement, écoutez, vous ne trouvez pas un économiste qui vous dit ce qu'il faut faire maintenant. De temps en temps, il essaye de faire un vague commentaire sur le plan gouvernemental, mais il s'arrête assez vite. C'est assez intéressant. Ça montre la complexité. C'est pour répondre un peu à votre question. Est-ce que vous voyez un débat dans l'opinion publique majeur? Est-ce qu'il est au même niveau en matière de recherche? Je dirais oui. Non, ce n'est pas un débat. Il y a d'énormes recherches, mais c'est essentiellement sous forme interrogative. Je dois dire que, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je ne trouve pas que les différents scientifiques soient très très prolixes et très affirmatifs en matière pour la gestion ou pour la compréhension même des choses. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'ait pas des choses à dire intelligentes et intéressantes. Mais une vision synthétique, nous ne l'avons pas. Donc le premier point qu'il faut quand même remarquer, c'est ça. Et pour une raison très simple. La pandémie n'est pas achevée. Elle est à haute fréquence et elle est durable. En d'autres termes, nous courons derrière elle. Nous les scientifiques et nous aussi les citoyens et les médias. Nous sommes tous en train de voir se développer un phénomène qui ne cesse de nous apprendre des choses sur nous-mêmes. Je pense que c'est ce que je comprends de ce que vient de dire Benjamin Morel. Et ce qui va être aussi intéressant du coup, c'est là où je rejoins ce que dit Stéphano, mais je l'amplifierai, ça nous oblige à un effort interdisciplinaire, oui bien sûr, ça nous oblige de toute façon à investiguer un nouvel objet, nous allons apprendre beaucoup sur nous-mêmes, et il faut penser qu'il y aura des innovations en termes de gouvernance, de niveau, d'intervention, de ce qu'est l'intervention publique, qui remettent en cause toutes nos catégories usuelles, par exemple le débat libéralisme versus intervention de l'État. Tout ça, ça a basculé dans un néant complet. Il va y avoir des innovations, je me permets de prévoir, des innovations en matière de gouvernance et de façon de poser le débat public qui va nous aérer et nous faire du bien. Juste pour rebondir, après je passe la parole. Pensez par exemple à la question combien faut-il dépenser dans la recherche d'un vaccin? Combien de milliards de dollars ou d'euros il faut dépenser? C'est une question économique, mais l'impact sur l'évolution de l'épidémie est évident. Donc, on est vraiment appelé à penser la complexité du monde, la complexité des interactions. Si on ne fait pas ça, on est à côté de la plaque. Oui, pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit et puis un peu sur la question que vous posiez sur, grosso modo, quel peut être notre rôle en tant qu'assistance des décideurs publics. C'est vrai qu'il y a un problème de temporalité aujourd'hui, qui était un peu évoqué, mais qui est fondamental. Vous avez en fait 3 temporalités. Vous avez d'un côté une temporalité médiatique. Et là, aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, à travers l'information, etc., vous devez avoir une réponse tout de suite, maintenant, à la question qui est posée. Est-ce que l'épidémie est dangereuse? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Faut-il un masque? Faut-il pas de masque? Là, vous avez une temporalité extrêmement rapide, avec qui plus est une capacité d'oubli extrêmement rapide également sur ces réseaux-là. Une capacité à se remémorer également qui est importante, mais une capacité d'oubli pour les intervenants qui vont pouvoir dire tout et son contraire qui va être très rapide. Et contre laquelle court une autre temporalité qui est celle de l'action publique. L'action publique va avoir 2 objectifs principaux, régler la crise certes, mais également répondre à la course effrénée que lui imposent les médias.
Et ensuite, vous avez une temporalité de la recherche. Alors, les SHS n'ont pas été les plus mises en difficulté dans cette crise, mais la recherche médicale, qui, pour trouver des réponses aux questions qui étaient posées par l'action publique, qui avait besoin de réponses rapides, et par le champ médiatique, qui, lui, avait besoin de réponses immédiates, eh bien, ne pouvait faire valoir que, eh bien, grosso modo, avant de trouver un vaccin, il va falloir 2 ans, et avant d'avoir des réponses, il va falloir 6 mois. Cette idée-là est difficilement audible aujourd'hui pour les décideurs politiques qui courent après les médias. Donc, dans le cadre des SHS, tout à l'heure, j'évoquais un petit peu les chiffres de l'Allemagne et je vous disais, on aura vraiment de réponses à toutes ces questions, notamment en évaluant les clusters, en tempérant, etc., que dans 2-3 ans, minimum. Pas audible au moment d'un confinement où vous voyez que vous avez 6 000 morts en Allemagne, 20 000 en France, et vous avez des journalistes qui demandent aux décideurs publics, qui demandent aux collectivités territoriales d'un côté, à l'État de l'autre, pourquoi ? Pourquoi un « je ne sais pas » n'est pas une réponse acceptable. Donc du coup, vous allez chercher le fédéralisme, vous allez chercher tel ou tel élément, des éléments sur lesquels nous, on peut difficilement s'avancer, si ce n'est en apportant quelques éléments de connaissance que l'on a déjà, mais qui évidemment sont insuffisants. Et c'est ce que je crois on a essayé de faire tous ici. Merci. J'aimerais repartir d'une constatation que faisait Isabelle Méjean, qui était qu'avec les chaînes de valeur intégrées à l'échelle internationale, il était devenu vraiment très important de, autant que possible, avoir les moyens de prendre des décisions, elles aussi efficaces à l'échelle internationale. Et ça me renvoie à... Donc, tout un aspect de notre existence, apparemment, s'est organisé à un niveau qui doit être géré à une échelle internationale. Hubert Kempf nous a bien rappelé les difficultés que nous avons, et nous en sommes témoins ces dernières semaines en voyant ce qui se passe en Europe, les difficultés qui existent encore à l'heure actuelle dans la composition d'une quelconque espèce de gouvernance internationale, supranationale. Hubert Kempf aussi a terminé, mais il n'avait pas les 3 heures qu'il lui fallait pour développer, en évoquant l'importance des interactions entre les différents niveaux. Certainement, quelque chose d'international gagnera en solidité si ça peut prendre appui sur ce qui se fait au niveau national. C'est une conclusion à laquelle on arrive en reprenant au fond tout ce que nous analyse Benjamin Morel au niveau national, en disant c'est parce qu'il y a une coupure entre le niveau national et le niveau local que tout ça ne fonctionne pas. Et ça devrait passer d'une manière ou d'une autre par un rétablissement des communications entre ce qui se passe au niveau national et au niveau local. Là, on peut encore à peu près l'imaginer. Ce qui se passe au niveau dans l'interaction entre le national et l'international, par contre, on a beaucoup moins d'idées sur ce qui pourrait nous être utile. Et là, d'une certaine manière, à la fois pendant à l'intervention de Cléa tout à l'heure qui rappelait le rôle des chercheurs dans la meilleure prise en compte du local, j'aurais aimé rappeler ce qui me semble pouvoir être le rôle des chercheurs dans une meilleure prise en compte de ce qui se passe au plan international et éventuellement dans une meilleure mise en rapport entre ce qui se passe au plan international et national. Comme chercheurs, nous sommes impliqués dans des réseaux internationaux, nous avons une capacité de faire des comparaisons internationales, nous avons une certaine habitude de la communication internationale. À côté des gouvernants, probablement que nous sommes parmi ceux qui éventuellement pourraient faire quelque chose dans cette mise en rapport. Une manière peut-être de compléter le rappel très efficace et percutant de Stefano Bossi sur le I de l'interdisciplinarité des MSH pour rappeler aussi l'importance des I, je crois, complémentaires, pour ne pas dire antidotes l'un de l'autre, de l'internationalisation, l'internationalité de la recherche
et de son inscription territoriale. En fait, j'ai été interpellée par la remarque que vous avez faite et je voudrais revenir dessus sur la phrase que vous avez dite. Merkel décide seule. Non, elle décide jamais seule. Même quand il s'agit de décisions dans ce cas-là, c'est pour ça que le confinement en Allemagne a mis autant de temps à être mis en place, parce que c'est le fruit de négociations pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant, entre la fédération et les différents lenders, entre les lenders eux-mêmes, entre les partis politiques. Et au moment où un confinement plus ou moins général est mis en place le 23 mars, d'abord on ne sait pas comment il va être appliqué dans tous les lenders parce que c'est laissé à chacun des lenders libre appréciation. Si bien que dans certains lenders on avait toujours le droit de se déplacer, dans certains lenders on n'a plus le droit de se déplacer. Il y avait certaines villes qui étaient déjà confinées en fait. Et je vais donner raison à Stefano Bossi, il y a eu d'énormes différences entre l'Est et l'Ouest. Et une des raisons pour lesquelles la pandémie a été aussi bien contenue en Allemagne, c'est le fait que les lenders où il y a eu le plus de cas, qui sont les lenders les plus riches, plus ou moins, parce que vous oubliez la S dans ce calcul-là, c'est des lenders où les régions qui étaient les plus touchées étaient déjà confinées, en fait. Donc il n'y avait plus de communication pour aller, on va dire, contaminer les autres régions. Et je vais juste finir en rappelant que vous avez dit, vous avez parlé d'adhésion à l'État central. En Allemagne, je rappelle qu'en mois d'août, il y a eu quand même plusieurs manifestations, on réunit plus de 15 000 personnes anti-masques, alors que les manifestations étaient limitées à plus de 1000 personnes, pas plus de 1000 personnes, et qu'on en a 15 000 qui ont débarqué sans masque, et que ces débats-là, en plus, ou ces manifestations, ont été ramassés par l'extrême droite, parce qu'on a vu énormément de drapeaux du Reich. Et donc, c'est pas du tout ce que j'appelle une adhésion à l'État central. Alors, il faut distinguer des manifestations qui sont groupusculaires d'une grande partie de l'opinion. Quand vous prenez les enquêtes d'opinion aujourd'hui qu'on a développées au niveau européen entre France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, vous voyez que l'appréciation des Allemands de la gestion par leur État de la crise est de très loin la meilleure. Alors qu'en France, vous avez une gestion de l'appréciation de la crise qui est relativement catastrophique. Pour le présent gouvernement, à tort ou à raison, je ne rentre pas dans le débat, est-ce que ça a été mieux géré ici ou là? Encore une fois, on n'aura pas les réponses tout de suite. Quand je dis qu'Angela Merkel décide seule, il faut le voir à deux niveaux. Vous avez une Angela Merkel qui, en effet, en amont, consulte. Elle consulte en réalité parce qu'elle n'a pas le choix. Elle consulte parce qu'elle est à la tête d'une coalition bipartie entre l'SPD et la CDU-CSU, coalition bipartie qui tient la quasi-totalité des lenders. Donc vous avez besoin justement de négocier en amont. Pas tant d'ailleurs avec les ministres présidents des lenders, même si évidemment vous allez avoir une mise en scène de cette consultation, mais d'abord et avant tout avec les membres de la coalition dans des partis qui structurellement sont des partis qui sont tenus au niveau local. Donc là, vous avez un élément qui est important. Cette consultation en amont des lenders, elle va permettre de faire passer les mesures et de en effet les adapter. Mais in fine, le cadre fédéral va être fixé justement par le Corona Cabinet. Et lorsque vous voyez un petit peu ce qui se passe le 26 mars, la loi du 26 mars, vous avez une loi qui permet en réalité de faire une chose et qui n'a qu'un réel objectif, c'est de passer par-dessus la tête du Bundesrat. Il faut voir que les compétences en Allemagne sont divisées entre État fédéral et État fédéré. Ces compétences entre État fédéral et État fédéré, dès lors que vous touchez au niveau fédéral aux compétences des États fédérés, vous avez besoin d'un Bundesrat qui vous dise oui. En faisant ça, vous dites, non, pas des lenders, parce que vos lenders, justement, ils sont réputés compétents. Donc normalement, en tant que niveau fédéral, vous n'y touchez pas à ces compétences-là. Vous n'y touchez pas, sauf à une exception près, si vous avez l'accord du Bundesrat. Quand vous faites passer le 26 mars une loi qui vous permet de passer par ordonnance, c'est-à-dire sur des matières législatives qui normalement sont du domaine des lenders en court-circuitant Bundesrat, en fait, vous reprenez la main sur les lenders et vous dites « mes décisions, quoi qu'il arrive, s'appliquent à vous ». Si, c'est le droit.
Pour le coup, je prends ma casquette de juriste. Merci beaucoup. Donc, on va terminer ici. Alors, je voudrais remercier Isabelle, si elle est encore parmi nous, si elle nous entend, Hubert Kempf, Benjamin Morel, vraiment pour la qualité de ses interventions. Et je voudrais aussi remercier Johanna. Un dernier mot de remerciement pour Maryse et Pierre pour avoir organisé cette conférence que je trouve vraiment très riche, très intéressante. Je n'ai pas pu participer malheureusement aux autres séances du matin et je suis très content que la Maison des sciences de l'homme porte à ce niveau-là la recherche et la communication de la recherche.